2025, ça repart un tout petit peu. On est jusqu'à du -8. C'est fini un peu l'Eldorado des agents immo qui vendent. Ouais, totalement. Alors, ce que je te disais, c'est le moment d'acheter. C'est quoi l'erreur que tu vois les plus courants chez les acheteurs ou chez les vendeurs? Aujourd'hui, on va parler immobilier. Donc, je vais chercher Jérôme, qui est l'agent immo de Angefi. Donc, Jérôme, là, on va voir quoi? Là, on va voir la dernière pépite, nos futurs bureaux, cours du Chapeau Rouge. Donc, un immeuble ancien, de la belle presta, des pierres, une belle réno pour bien accueillir nos futurs clients. Donc, ça a été un peu dur de le trouver, mais ça va être super sympa. Tu l'as trouvé comment du coup? Là, on l'a trouvé avec une partenaire d'une autre agence, parce qu'on travaille souvent en multi-agence. Et donc là, c'est avec une collègue qui nous a aidés. On avait déjà des vues et elle nous a aidés à concrétiser tout ça. D'accord, donc toi, tu utilises quand même le bon coin pour trouver des pépites? Non, ou... le réseau. On utilise beaucoup nos collègues, le réseau, on se partage des infos. Le marché étant de plus en plus compliqué, on évite de travailler tout seul. Ah bah oui, oui. Ouais, parce que du coup, tu penses que là, on sait que 2023-2024, ça n'a pas été les meilleures années Non, ça a été très dur. de l'immobilier. Et pour toi, ça a été dur ou... Moi, je me suis diversifié, donc on a travaillé sur d'autres projets, plutôt sur de la promotion, avec des positions un peu plus attentistes. Mais 2025, ça repart un tout petit peu. Mais on ne peut pas travailler comme on travaillait en 2020-2021, où dès qu'on posait un bien, ça se vendait. Ouais. Là, on est obligé de travailler en groupe, en commun, de mutualiser nos connaissances, de mutualiser nos clients, afin d'essayer d'avancer le plus vite, sachant que l'immobilier particulier repart un tout petit peu. On a des taux qui recommencent à baisser, on est autour de 3,20, 3,40 sur 20 ans, voire même avec des très beaux dossiers, on peut arriver à 3. Donc là, ça remotive les clients. Les banquiers recommencent à ouvrir un tout petit peu les vannes, donc ça aide aussi beaucoup. Il y a encore des baisses de prix sur Bordeaux, sur l'ancien. On fait partie des villes où les prix continuent à baisser très fortement, puisqu'on a du... Ah d'accord. Ouais, on a jusqu'à du -8 sur certaines zones. Alors, les beaux biens partent toujours à des prix très élevés. Les biens d'exception, il y a toujours un marché très atypique. Par contre, sur les produits qui restent un petit peu moyens, là par contre, il y a des baisses de prix et un gros rajustement. On est sur un marché, comme on dit, on est sur un marché d'acheteurs où c'est l'acheteur qui choisit vraiment. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc fatalement, il y a des négos qui sont un peu plus fortes, mais on arrive quand même à sortir de belles OP. Et toi, tu es plutôt particulier ou plutôt professionnel? Plutôt particulier, mais j'étais plutôt sur le professionnel jusqu'en 2022. Maintenant, plutôt sur le particulier. Mais l'avantage, c'est d'être à la fois sur le particulier et le professionnel. On peut avoir des visions totalement différentes. Et l'avantage avec Angefi, c'est qu'on a des clients sur lesquels on a eu un dossier sur Lyon. On peut travailler à la fois pour un professionnel sur son bien, sur l'usine qu'il va vendre, et à la fois sur les biens qu'il va vendre aussi à titre particulier. Oui, ok. Ça permet d'avoir une vision à 360 et de vraiment aider le client dans une vision patrimoniale beaucoup plus large. Tu m'as dit que vous êtes mis dans tout ce qui est création des bâtiments, dans la promotion. Mais aujourd'hui, avec la loi Pinel qui est finie, tu penses que ça va impacter un peu ce marché? Alors, ça impacte énormément le marché du neuf, l'arrêt du Pinel. Là, il y a de nouveaux dispositifs qui apparaissent, comme le de Normandie. Les gens reviennent aussi sur des dispositifs comme le Malraux. Il y a vraiment une réorientation des clients. Je le vois aussi, il y a des clients qui essayent de trouver de plus en plus de biens par eux-mêmes et de moins se passer par des dispositifs fiscaux comme ceux-ci. Même s'il y a un vrai intérêt aujourd'hui d'aller sur des dispositifs fiscaux, il y a énormément de stocks chez les promoteurs. Ouais. Et les promoteurs ont besoin, ils sont en train de faire de gros efforts au niveau des prix et de casser un tout petit peu leur marge pour essayer de rattirer des clients. Parce que certains ne font que ça et fatalement, quand tu fais que ça, tu es obligé de t'adapter à la demande. On est à Bordeaux, il pleut, ça glisse. Ça glisse. Voilà. Et nous, on doit être de plus en plus fin dans ce qu'on va proposer. Il ne faut pas proposer le bien pour proposer le bien. Voilà. Oui, c'est fini un peu l'Eldorado des agents immo qui vendent totalement. un appart par jour. Donc voilà, donc totalement. Donc là, on fait des partenariats avec d'autres agences quand on sait que ça va coincer un tout petit peu. On n'hésite pas à passer le coup de fil et quitte à diminuer notre commission, mais ça, c'est pas un problème. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux toujours qu'une vente se fasse plutôt que rien faire du tout. Ouais. Et si on peut satisfaire notre client, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que tu penses, toi,
cette nouvelle plateforme web qui veulent faire un peu le boulot de l'agent IMO, mais c'est toi-même qui le vends et tu mets juste les liens en vente. Type Le Bon Coin. Non, ça, le Bon Coin ne te génère pas le compromis des ventes. Le souci qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, autant passer par une agence qui va te sécuriser aussi ton acheteur. Nous, notre travail en tant qu'agent, c'est pas seulement de trouver un acheteur, c'est aussi de trouver un acheteur qui soit finançable. Oui. Trouver un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que et l'acheteur soit content et le vendeur soit content et que tout soit sécurisé d'un point de vue juridique et légal aussi. Ça, c'est aussi très important. On ne peut pas tout faire n'importe comment. Oui, c'est ça la plus-value que tu penses qu'un agent IMO a vis-à-vis d'une plateforme. La plus-value de l'agent IMO, c'est aussi de soulager le vendeur de toutes les visites. Parce que des fois, on peut avoir, si on écoutait tous les clients, on pourrait faire 15, 20, 30 visites sur un bien. Et des fois, sur les 30 appels qu'on va faire, on va peut-être faire que 1, 2, 3 visites parce qu'il y a des clients, ce qu'on appelle les clients touristes, qui ont envie de passer un petit samedi après-midi à faire des visites. Donc ça, on oublie. J'ai jamais compris, moi, cette délire de faire des visites des appartements. C'est pour se donner une idée de qu'est-ce qui va être bien. Bonjour. De qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être pas bien, de se dire tiens, demain je vais acheter, je vais aller visiter, prendre un peu de temps, tiens, il pleut, aujourd'hui, tiens, je vais aller faire 2-3 visites. Bon, ok. Donc on va essayer d'évacuer tout ça. On va essayer de sélectionner les clients qui ont un vrai potentiel d'achat, d'accord, qui sont vraiment voir si le bien. Et puis on fait des questions filtres pour essayer d'être sûr que le projet, s'ils veulent absolument un balcon et qu'on n'a pas de balcon, à un moment donné, on va essayer de, je ne vais pas dire pas perdre de temps, mais de l'aiguiller peut-être sur un autre produit qui va plus leur correspondre. Alors montrez-moi ça. Qui est assez sympa. Donc tu vois, on a une entrée qui est assez majestueuse, assez sympa. On est vraiment dans le cœur, pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment dans le cœur de Bordeaux. On est à 2 pas. Ah oui, on est au Grand Hôtel, quoi. On est à 2 pas du Grand Théâtre. On est vraiment très très bien. C'est l'autre porte. Ouais, on ne connaît pas encore en est. Ouais, je comprends. Donc là, les bureaux vont commencer là. Donc ça, c'est une partie extérieure dans laquelle on va réaménager. Alors, ce que je te disais, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter parce que les taux continuent à baisser un tout petit peu. Et c'est le moment d'acheter aussi parce que les prix baissent, les prix continuent de baisser. D'accord. Dans l'ancien, dans le moderne, dans le moderne, dans le neuf Alors, moi, je dirais dans les deux, peu importe. Tout dépend le projet que tu vas avoir. Pour un investisseur, ça va être le moment d'acheter dans le neuf parce qu'il y a vraiment de belles baisses de prix. Ah oui. Il y a vraiment des programmes qui sortent à des prix, ce que je te disais, à des prix assez cassés. Et dans l'ancien, pour des projets familiaux, ça peut être assez intéressant parce que là, c'est pareil. Tu vas avoir des biens à des prix qui redeviennent accessibles avec des taux assez intéressants. Alors après, attention, tu vois, on a des biens plutôt haut de gamme, les prix ne baissent pas, on ne va pas se mentir. Oui, oui, voilà. Là, il y a un marché, passé un certain niveau de prix, que ce soit sur Bordeaux, sur Paris, on a vendu des biens sur Paris, on intervient aussi sur Lyon. Passer un certain niveau de prix, ça ne bouge pas. Oui, parce que les riches, ils n'ont pas perdu trop de... Non, le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Le pouvoir d'achat, oui, voilà, c'est ça. Donc là, on va avoir de manière très sympa, on va avoir 3 bureaux dans lesquels on va pouvoir recevoir nos clients. Donc tu vois, on a une belle luminosité. Oui. Là, on va donner directement sur le cours du Chapeau Rouge. Donc là, ça va être assez sympa. Donc là, on va tout aménager. Donc ça va être une salle de réunion là, on va avoir un bureau. Ici, on va avoir justement une salle pour travailler toute notre communication sur les réseaux. Ouais. Et ici, ça va être une salle de travail et ou de réunion. Ok, très bien. Ici, on va avoir un grand espace de coworking. Donc alors, tu vois, c'est sympa. Tu vois de la pierre apparente. Alors pour toi, du coup, c'est bien, c'est un bien de déception. Pour moi, on est sur un bien de déception. On est sur une adresse qui est quand même assez fantastique, cours du Chapeau Rouge. Et là, tu vois, compte tenu du marché, on a réussi à l'avoir à un prix au mètre carré qui est quand même assez attractif par rapport à ce qu'on aurait pu avoir il y a 2-3 ans. Je pense qu'en 2020, ce produit-là, on aurait pu l'avoir, mais à un prix, à mon avis, facilement 15-20% au-dessus du prix auquel on l'a acheté aujourd'hui. Donc pour nous, c'était une vraie opportunité de pouvoir se développer dans ce local-là et à un prix ultra attractif. Voilà. Sachant que là, on a un joli plateau. Donc ici, on va avoir un joli espace coworking. Ici, ça va nous amener sur une deuxième partie des bureaux. Il y a combien de mètres carrés ?
On a environ un peu plus de 200 mètres, environ 200 mètres carrés. Ah oui, ok, c'est grand. Hein. Ouais, c'est grand. Bon, là, ça manque un tout petit peu de luminosité, mais bon, voilà. Donc là, toujours pareil, de la pierre apparente, des belles prestations, un plafond tendu, tout ça, ça va être assez sympa. Et je vois ici, c'est des vitres simples. C'est du simple vitrage. Est-ce que toi, du coup, on parle de DPE, toi, tu as vu un changement par rapport aux règles de DPE? Tu ne peux pas louer un F, un G Oui, alors tu as vraiment deux phénomènes. Tu as des vendeurs, enfin des gens qui ont un bien, qui sont affolés un tout petit peu par le DPE qu'ils ont parce qu'ils se disent voilà, il va falloir que je fasse beaucoup de travaux et donc du coup, j'ai pas envie de les assumer. Oui. Donc ils sont DPE, D, E, F. Bon, G c'est très rare parce que G c'est catastrophique, mais qui sont sur des DPE E ou F, donc ils commencent à être contraints par à la location quand ils ont des biens loués. Parce que là, il faut faire des travaux pour redescendre la lettre du DPE. Oui. Donc là, ils n'ont pas envie de faire les travaux ou ils ne peuvent pas les assumer financièrement. Et à côté de ça, tu as des acheteurs qui cherchent les DPE fortement dégradés parce qu'ils se disent je vais pouvoir fortement négocier le prix parce que le DPE n'est pas bon, parce que j'ai du simple vitrage, parce que voilà. Et eux, on sont en capacité de faire le financement derrière. Donc là, il y a de vraies opportunités qui sont en train de se créer. En plus, d'un point de vue fiscal, si on achète des biens dans lesquels il y a beaucoup de travaux effectués, ça peut être super intéressant pour faire du déficit un tout petit peu. Donc il y a de vraies opportunités par rapport à ça. Okay. Après, il ne faut pas exagérer non plus. Je pense que dans certains appartements, arriver à avoir des DPE en dessous de D, ça va être très compliqué. Dans des immeubles, notamment en copropriété, c'est très complexe. Donc, oui, le mécanisme... Tu peux avoir du A dans du neuf, mais dans du ancien... Mais on en parlait encore la semaine dernière, avoir un DPE en C, donc de l'ancien, rénové, c'est déjà extrêmement bien. Dans le centre-ville de Bordeaux, sur un appartement ou un immeuble rénové, arriver à avoir du C ou du B, c'est presque un exploit. Donc, et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travaux, beaucoup de financement. Donc voilà. Et après, il faut aussi que la copropriété joue le jeu, parce que souvent, la dernière étape, c'est que la copropriété fasse des travaux d'envergure. Oui. Et là, il faut que tous les copropriétaires ou la majorité des copropriétaires soient d'accord, avec les billets. Voilà. Donc nous, si tu veux, l'intérêt, c'est qu'on va accompagner aussi notre client par rapport à toutes ces démarches-là. On va essayer de l'accompagner sur des travaux, si c'est sur Bordeaux, parce que sur Lyon, ça va être un peu plus compliqué, on va manquer de réseau. Mais on est capable d'accompagner aussi nos clients sur ça. Ok. Toi, tu as un réseau d'ouvriers ou de... J'ai un réseau. L'idée, c'est d'avoir toujours un artisan, un électricien, un plombier. Alors, le plombier, c'est plus compliqué. Hein, c'est vraiment... voilà. Mais par les amis, par le sport, par tout un tas de choses. Donc, on essaie de toujours avoir un réseau d'artisans prêts à intervenir dans des délais assez raisonnables et à des tarifs... raisonnables aussi. Si tu avais aujourd'hui... un apport de 200 000. Imaginons que tu as un héritage, tu achèterais où? À Bordeaux, dans la campagne, du neuf, de l'ancien? Alors pour l'investissement, je n'achèterais pas à Bordeaux. Pas à Bordeaux centre du moins, j'achèterais plutôt en périphérie de Bordeaux. Pourquoi? Bordeaux, le souci de Bordeaux, c'est que tu as un encadrement des loyers. Ah oui. Donc du coup, ça contraint un tout petit peu la rentabilité de ton investissement. Donc ça, pour moi, c'est le premier frein. Même si, après, il peut y avoir de belles opportunités, mais j'éviterai Bordeaux. Il y a des villes assez sympas qui se développent énormément. Tu peux avoir des villes comme Béziers, tu peux avoir des villes comme Limoges, où il y a encore de belles opportunités. Il ne faut pas chercher forcément la belle ville. Il faut essayer de réfléchir au potentiel qu'il peut y avoir demain. Ouais. À la vente ou à la location? À la vente ou à la location. Alors, je parle là pour l'investissement. Attention. Pour l'investissement, il faut réfléchir, il faut essayer de se projeter sur la ville. Il faut essayer de voir quel est le potentiel qu'il peut y avoir. J'en parlais la semaine dernière sur Libourne avec l'installation il y a toute une caserne de pompiers qui s'est installée sur Libourne. Donc il y a des micro-événements qu'il faut essayer d'écouter. Et puis nous, on est là aussi pour accompagner notre client et faire le sourcing des biens qui peuvent être intéressants et des villes qui peuvent présenter un joli potentiel. Je prends par exemple l'exemple encore de Bordeaux. Si tu veux investir aussi, si tu avais 200 000 euros, tu peux avoir en ce moment des super opportunités sur Talence encore, avec des produits qui sortent à 100 000 euros, avec des rentabilités. Alors pour Bordeaux, c'est déjà beaucoup, des rentabilités à 6-7%. C'est assez. Il y a encore mais il y a des biens qui sortent comme ça, justement, où il y a des clients qui ont besoin de vendre. On a vendu un il n'y a pas très longtemps à ce prix-là, à 101 000 euros, 101 tout rond. L'acheteur est très content parce que lui, il fait une belle opération, il va avoir une belle rentabilité.
Et le vendeur aussi est content parce que nous, on a accompagné justement de manière globale ce client-là. Ok. Donc mes 200 000 euros, moi, je n'hésiterai pas à aller sur des villes un peu plus atypiques. Je te parlais de Béziers, j'ai visité, une belle surprise, Béziers. Limoges, je connais aussi, tu peux avoir, mais par contre, il faut choisir la bonne adresse à Limoges, la bonne adresse à Béziers, il y a des quartiers à éviter. Mais là, on accompagne. Ok. Donc ouais, plutôt tout ce qui est Paris, on oublie, on est d'accord. Paris, c'est un marché assez atypique, mais c'est comme tout. Sauf que Paris, il y a des quartiers dans lesquels tu vas vouloir aller et dans lesquels tu vas vouloir investir. Lyon, ça va être pareil. Tu vas voir. Donc il faut vraiment que le client nous écoute et nous fasse confiance. Après, ça ne l'empêche pas d'aller sur place. Et moi, c'est ce que je conseille à nos clients. C'est d'aller sur place pour visiter le bien, pour visiter le quartier, sentir le quartier, voir si lui, il irait ou pas. Donc non, c'est des choses... C'est des choses assez importantes. J'ai une question. C'est quoi l'erreur que tu vois les plus courantes chez les acheteurs ou chez les vendeurs? Alors, côté vendeur, c'est d'imaginer un prix et d'être persuadé que c'est le bon prix de vente. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il va avoir été faire tout seul son estimation sur Internet, il va regarder les biens qui se sont vendus autour et il va imaginer que son bien vaut ce prix-là. C'est souvent ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que nous, on fait une estimation par rapport à des biens qui se sont vendus dans les alentours, par rapport à une tendance de marché, par rapport au ressenti qu'on a du bien et par rapport à ce qu'on sent du marché. On ne fait pas les prix au hasard, on réfléchit beaucoup dessus. C'est pas, les estimations, ça prend un tout petit peu de temps. Et le client, quand on lui annonce, je dis n'importe quoi, 150 000 euros et que lui, il espère le vendre à 200 000, fatalement, il y a un petit blocage. Je comprends. Et autant avant, on pouvait se permettre de tenter, comme on disait, là on tente un coup, on le met à 200 000, puis on verra bien. Aujourd'hui, les acheteurs, ils ont Internet, ils savent très bien se renseigner, et ils savent aussi très très bien évaluer. Donc si tu les mets à 200 000, tu vas perdre du temps pour toi, pour oui, le puis vendeur. on va griller le bien, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps. Le bien va être visible pendant très très longtemps, on va rester peut-être 4, 5, 6 mois sur les plateformes. Et donc du coup, ça va dégrader l'image du bien. On va se dire pourquoi il ne se vend pas, il y a quelque chose. Et s'il y a des acheteurs potentiels, ils vont arriver, ils vont négocier comme des fous. Donc moi je dis à la limite, s'il est à 150, on le met peut-être à 160, 165, on se garde une toute petite marge de négo parce que c'est bien français de négocier. On aime tout ça. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut nous faire confiance. Et quand le produit est au bon prix, on a eu le cas sur Paris, on a tenté à 820, on est descendu et finalement il est parti au prix auquel on l'avait estimé dès le départ. Le client était un peu déçu, mais il était quand même content de le vendre, mais il était un peu déçu, mais on a réussi à le vendre quand même à un prix assez intéressant. Et l'acheteur et le vendeur finalement sont contents. Côté acheteur, le plus gros écueil, c'est de croire justement qu'il peut y avoir une négo trop forte. C'est de visiter trop de biens, parce que quand on visite trop de biens, on s'embrouille la tête. Il vaut mieux faire un ciblage précis, se faire accompagner aussi par un agent immobilier qui va essayer de nous dégoter le produit qui nous correspond le plus. Et côté acheteur, moi ce que je conseillerais surtout, c'est de verrouiller le financement avant de faire les visites. Oui, ça j'ai jamais compris. Moi j'ai plein de copains qui disent « Bon, je vais acheter, mais tu peux emprunter combien ?»« Ah, je sais pas, je verrai après. » Non. Non. Aujourd'hui, moi, je dirais que même si les conditions s'assouplissent avec les banques, moi, je leur conseillerais déjà de faire le tour de leur financement, savoir s'ils sont finançables ou pas. Ça va permettre de gagner du temps et ça va permettre aussi de se positionner rapidement sur un bien. Si on a un bien qui est super et qui a un prix attractif, qu'on n'est pas tout seul sur le bien, fatalement, ça sera plutôt notre dossier qui sera choisi plutôt qu'un autre par rapport à un financement. Donc ça, c'est ultra important. Donc, et puis aussi, pas se donner de faux espoirs, parce que si on visite des biens à 400 000 et qu'on n'a que 350 de budget, on risque de perdre un peu de temps. Donc voilà. Donc moi, je leur conseille fortement de se rapprocher de notre pôle. Justement, on a un pôle qui peut permettre de trouver des financements adéquats. On est en relation avec plein de courtiers. Et le courtier, justement, va les aider à trouver le bon taux, les bons frais de dossier. Enfin, le bon package. Donc ça, c'est hyper important. Et pour finir, agent immobilier, en 2020-2021, c'était un peu... tu lèves une pierre, tu en avais 5 qui sortaient. C'était un peu le métier à la mode parce qu'on pouvait vendre très facilement. Aujourd'hui, tout le monde encore peut être agent immobilier. Il suffit juste de s'affilier à des réseaux assez connus. Donc on a un bien à vendre, on s'affilie à un réseau et on devient agent immobilier.
Qu'est-ce que tu penses toi du coup de ces agents immobiliers qui se sont reconvertis et puis qu'aujourd'hui, soit ils sont changés de métier encore, soit ils sont Il peut y avoir de réussis. belles et vraies vocations, il peut y avoir des gens qui ont un vrai coup de cœur pour ce métier, qui ont une vraie compétence pour ce métier-là. Moi, je crois qu'en 2025, il faut d'abord avoir du réseau, savoir écouter son client, et puis maîtriser tous les aspects réglementaires du métier, parce que c'est quand même un métier où il y a beaucoup de règles, des règles de déontologie, des règles... voilà, et l'intérêt d'un GFI aussi, c'est d'avoir la possibilité d'accompagner vraiment notre client sur tous les aspects juridiques, fiscaux, patrimoniaux. Donc comme je te dis à chaque fois, cette vision à 360 qui va nous permettre de nous démarquer par rapport à d'autres opérateurs. Nous, on va pas faire du boitage, hein, tu vois, on va pas chercher du bien pour chercher du bien. On ne travaille qu'en réseau, beaucoup avec nos clients, que sur la recommandation. Et ça nous permet aussi d'avoir des contacts mieux qualifiés et de meilleure qualité. Ok. Très bien, Jérôme. Bah, merci pour cette visite Ouais. de nos futurs locaux. Et puis, puis, tu vois, on revient chez nous. Puis, en tout cas, je pense que tu as éclairci un peu le marché immobilier en 2025. Oh, éclairci un tout petit peu, j'espère. Mais Donc, il faut je pense- acheter, mais il ne faut pas vendre, c'est ça? Ah si, il faut vendre, sinon je ne serai pas là. Sinon, les prix vont continuer à monter.